Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Jacobs. Bien le bonjour, mon cher Peters. Vous avez une sacrée balafre sur la joue, dites donc. Toujours en guerre avec votre félin domestique ? Oh, Peters, avec un chat, ce n'est pas une guerre, hein. C'est une négociation perpétuelle. Une négociation dans laquelle vous sacrifiez votre mobilier et l'intégralité de votre visage ce matin. Détrompez-vous, mon cher. Il y a un système, déroutant certes, mais un système, et il suffit de s'y tenir. Par exemple, j'ai compris que si je ne me lève pas à 6 heures pile pour lui servir son petit déjeuner, mon chat décide de se venger sur ma collection de vinyles. Vous vivez donc sous la tyrannie d'un petit despote moustachu, et vous trouvez ça normal. Disons que j'ai accepté que l'équilibre repose sur ma soumission à ses volontés. Et en retour, il m'accorde son indifférence majestueuse. Quand il ne me saute pas, bien sûr, dessus à 3 heures du matin pour des raisons connues de lui seul. Jacobs, vous vous rendez compte que vous aimez votre propre asservissement ? Et pire encore, vous le défendez avec enthousiasme ? Si vous me permettez, Peters, chacun choisit son asservissement. Et si vous croyez être au-dessus de cette loi universelle, vous vous bercez dans l'illusion de votre liberté. Oh, j'ai peur des exemples que vous allez m'envoyer à la face, Jacobs. Alors, oublions vos cicatrices, et que diriez-vous alors d'accepter avec joie notre asservissement commun, cette noble mission de soulager les paranoïas de nos concitoyens ? Allez, écoutons ce répondeur. Vous avez un nouveau message. Allô, c'est à moi. Alors, voilà, je me présente, je m'appelle Roger, je vous appelle de Framery, c'est à la frontière française si vous ne connaissez pas. Bon, voilà, j'ai une question pour vous à propos du sida. J'ai un voisin qui est venu chez moi parce que j'ai organisé un barbecue samedi dernier. Donc, mon voisin, il m'a dit comme ça que le sida, c'est une invention des Américains. C'est fou, non ? Et alors, il y avait aussi mon autre voisin qui était là, et lui, il a carrément dit que le sida, ça n'existe pas. Alors moi, j'étais pas d'accord, mais j'avais pas d'argument, vous voyez. Mais comment ces gens en viennent à penser des trucs aussi fous que ça ? Le sida, quand même, ça tue des gens, quoi. Merci à vous. Ah ben, il a raison, Roger. Le sida, on en meurt encore, malheureusement. Alors oui, les traitements ont fait des progrès, mais c'est une maladie qui emporte plus d'1 demi-million de personnes dans le monde chaque année. À la fin de l'année dernière, on estimait à presque 20 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH en Belgique. Le VIH, bien sûr, c'est le virus qui attaque le système immunitaire qui lui-même entraîne le sida. Et il y a tout un tas de théories à son propos. Pour certains, le sida n'est pas la maladie qu'on nous raconte. Le VIH, qui en est responsable, n'est pas un mystérieux virus venu des jungles reculées d'Afrique équatoriale, mais une fabrication occidentale. Fabrication secrète de la CIA dans un but génocidaire ou d'épuration ciblée, mensonges des puissantes industries pharmaceutiques, accidents sanitaires inavoués, les théories du complot sont multiples à propos du sida. Oui, cette maladie a lancé la tendance du complotisme sanitaire. Il faut réagir, mon cher Jacobs. Le bureau des complots. Pour bien comprendre pourquoi et comment des théories complotistes gravitent à propos du sida, il faut tout d'abord avoir à l'esprit que cette maladie rassemble tous les ingrédients qui permettent à des versions alternatives d'émerger. Son apparition soudaine, sa propagation fulgurante, les préférences sexuelles auxquelles on l'associe, l'absence de remède, les traitements inégaux selon les pays, tout cela réuni crée un terrain parfait pour laisser place à toutes les hypothèses. Et ce qui permet d'élaborer un scénario complotiste, c'est peut-être qu'il y a depuis l'apparition de cette maladie pas mal d'incertitudes sur l'origine historique, géographique et sociologique du sida. Alors, tentons quand même de résumer l'état des connaissances actuelles sur cette maladie pour lancer notre enquête. La maladie du sida provoque un dysfonctionnement des défenses immunitaires entraînant la mort du patient qui ne peut se défendre contre de multiples infections. Ce dysfonctionnement serait dû à un virus, le VIH, et la théorie officielle atteste depuis longtemps qu'il viendrait à l'origine du singe. Cela se serait passé au Congo, il y a près d'1 siècle maintenant. Parti de la brousse, ce virus se serait ensuite déplacé vers la capitale, Kinshasa, pour se diffuser dans toutes les villes du monde dans les années 80.
Maladie qui se transmet par voie sexuelle ou sanguine, le sida s'est répandu dans des populations à risque. Consommateurs de drogue intraveineuse, personnes qui multiplient les partenaires sexuels, et à cette époque, en premier lieu, les homosexuels. Il en résulte qu'en Occident, dès sa découverte, le sida a été associé à des mœurs honteuses pour les conservateurs et les religieux, ce qui lui confère un statut particulier. Le virus du VIH est isolé en 1983 par les professeurs français Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, ainsi que l'américain Robert Gallo, donc quelques années après l'apparition des premiers malades. Les 3 chercheurs reçoivent le prix Nobel de médecine en 2008 pour cette découverte. Cette avancée historique permet de comprendre la maladie et concevoir les traitements qui sont administrés aujourd'hui. Le sida a beaucoup tué et il tue encore. C'est un fléau qui prête depuis le début à tous les fantasmes. Alors intéressons-nous maintenant aux théories du complot le concernant et en premier lieu à cette idée selon laquelle le virus du VIH viendrait des laboratoires américains. Le bureau des complots. La théorie du complot la plus répandue concernant le sida suggère que le virus est une création humaine et non le fruit d'une mutation aléatoire. Le sida aurait été volontairement créé en laboratoire par le département de la défense des États-Unis dans le cadre d'un programme secret consacré au développement d'armes biologiques. Alors, pourquoi ce programme secret, Jacobs ? Eh bien, dans les années 50 et 60, l'administration américaine aurait souhaité disposer d'une arme permettant d'éliminer des franges entières de la population mondiale, notamment dans les pays pauvres, comme une réponse potentielle à la surpopulation. Créer un virus mortel aurait donc été la solution qui a germé dans les esprits. Cette théorie conspirationniste s'appuie sur un climat bien réel. À l'époque, la paranoïa contamine les services de renseignement américains. L'idée que les soviétiques puissent créer un virus mortel avant eux déclenche une véritable panique. Une nouvelle course à l'armement se dessine, sauf que cette fois, elle est biologique. Le sida serait donc un virus créé par les États-Unis. Le premier à développer cette théorie et à participer à sa propagation, c'est un biologiste soviétique du nom de Jacob Segal. Jacob Segal est né à Saint-Pétersbourg en 1911. Communiste engagé, il émigre en France pour effectuer ses études, obtient un doctorat à la Sorbonne en 1936, puis combat aux côtés de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale dans les rangs communistes. Après la Seconde Guerre mondiale, il décide de passer à l'Est. Il devient alors professeur de biologie à l'université Humboldt de Berlin-Est. Il effectue ensuite quelques séjours à l'étranger, notamment à Cuba. Il fonde ensuite son propre institut de bactériologie appliquée. Et en 1971, il prend sa retraite. La trajectoire discrète d'un brillant scientifique soviétique à l'époque. Mais 15 ans après sa retraite, il fait pour la première fois parler de lui aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. En 1986, il publie un texte intitulé, je cite, « Le sida, sa nature et ses origines ». Segal y affirme que le virus a été créé à Fort Detrick, le grand centre médical militaire américain situé dans le Maryland. Il y précise que le célèbre professeur Gallo, donc considéré comme le co-découvreur du sida, comme on l'a dit tout à l'heure, aurait dirigé ses recherches. Toujours selon Segal, l'armée américaine aurait ensuite testé le virus sur des prisonniers en échange de leur liberté. Au bout de 6 à 12 mois, aucun symptôme n'étant apparu du fait de la longue période d'incubation du virus, le Pentagone aurait conclu que celui-ci était inefficace. Les cobayes auraient donc été relâchés dans la nature, ce qui causa, selon cette première théorie du complot, le début de l'épidémie. Au milieu des années 80, les opinions de Segal font l'objet de nombreux articles de journaux. Cette théorie fascine. Même la célèbre émission d'info américaine CBS Evening News relaie son accusation par la voix de son journaliste star Dan Rather. Segal séduit par son engagement de nombreux séropositifs aux États-Unis et en Europe. Mais c'est surtout une superbe théorie pour l'anti-américanisme. Oui, c'est évident. L'URSS va d'ailleurs utiliser son travail et diffuser massivement ses thèses, notamment lors de la 8e conférence des non-alignés en septembre 1986.
Le rapport Segal, comme on l'appelle, fait alors le tour du monde. Dans plus de 70 pays, les idées du biologiste soviétique sont relayées par la presse de gauche. Chez nous, les médias sont restés assez prudents à ce sujet, mais en Inde ou en Afrique, par exemple, ce rapport a été très largement diffusé. Mais si ce rapport Segal a bien été utilisé par l'URSS comme un moyen de propagande dans le but de nuire à l'image des États-Unis, il semblerait en fait que la superpuissance communiste soit à l'origine même de toute cette théorie. C'est ainsi que Jacob Segal ne serait pas simplement un scientifique soviétique à la retraite, mais bien le rouage essentiel d'un complot orchestré par le KGB, avec l'aide de la Stasi, les services secrets est-allemands, un complot connu sous le nom de code Opération Infection. Sacré nom et des plus à propos. Le but de l'opération Infection consista à utiliser tous les moyens pour propager l'idée que les États-Unis avaient créé le virus du sida et que, par la suite, l'administration américaine avait tout fait pour cacher la vérité. Autrement dit, à l'origine même de la théorie du complot du sida, on trouve donc un complot dont le but est de faire croire à un complot. Et on dispose de nombreuses preuves de l'existence de cette opération. À titre d'exemple, en 1992, soit une année seulement après la fin de l'Union soviétique, les Russes ont admis que la plupart des documents accusant les États-Unis d'être donc à l'origine du sida provenaient bien du KGB. En tout cas, dans les années 80, cette campagne de propagande bien orchestrée a permis de jeter le doute sur l'apparition de la maladie. Et nous allons voir que ce n'est que le début, car les théories du complot concernant le sida vont s'adapter et muter au gré des tragédies que la maladie va laisser sur son chemin. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Si le virus est isolé dès 1985, il reste à l'époque largement incompris. La version officielle sur l'origine du sida est encore floue, rien n'est vraiment stabilisé et surtout, rien ne s'impose dans tous les milieux. Et c'est justement ce flou qui permet au doute de s'installer. Et là, on va assister à un glissement. Oui, la théorie du complot va évoluer. Peu à peu, on va passer d'un virus fabriqué en laboratoire à un virus conçu comme une arme eugéniste, c'est-à-dire un virus dirigé délibérément contre certaines communautés clairement identifiées. Et il faut dire que le terrain est propice à la propagation de ces idées. Aux États-Unis, le sida frappe d'abord de plein fouet et presque exclusivement la communauté homosexuelle, à tel point que la maladie est d'abord surnommée le cancer gay au début des années 80. Mais à cette époque, on n'a pas de recul et forcément une question surgit. Et si l'apparition du sida n'avait rien de hasard ? Et si ce virus avait été conçu comme une arme biologique ciblée destinée à frapper une communauté bien précise, les homosexuels américains ? Et ce qui peut étonner, c'est que l'idée d'un complot n'est pas venue de l'extérieur. Elle a d'abord germé au sein même de la communauté homosexuelle. Il faut dire que l'apparition soudaine de cette maladie mortelle, qui semblait frapper presque exclusivement les homosexuels, a créé un traumatisme profond. Pour beaucoup, cette sélectivité n'avait rien de naturel, elle avait tout d'un ciblage. Et ce soupçon a été renforcé par le climat de l'époque. Les attaques contre les homosexuels étaient fréquentes, souvent violentes, notamment de la part des conservateurs religieux. Pour eux, l'homosexualité relevait du péché et le sida devenait une sorte de punition divine. De quoi nourrir chez les victimes le sentiment d'être les cibles d'un projet bien plus vaste. Pour les militants gays, l'adhésion à l'idée d'un complot à l'origine du sida s'inscrit ainsi dans une logique certaine, celle qui consiste à extrapoler les discours de haine dont ils sont victimes à un projet d'extermination totale des membres de leur propre communauté, au point que certains parlent même de génocide gay. Cette idée d'un plan génocidaire, ciblant donc les homosexuels, trouve un relais de poids en la personne du docteur Alan Cantwell. Lui, c'est un dermatologue basé à Los Angeles. Il va devenir l'un des principaux promoteurs de cette théorie. Dans son livre « Le sang des homosexuels, les secrets du complot du sida », sorti en 1993, il défend une thèse qui prend pour point de départ la théorie de Jacob Segal, qui avance que c'est bien l'armée américaine qui est derrière la création du sida.
Mais Cantwell cherche surtout à expliquer comment le virus n'a touché initialement que les gays, ce que ni la version officielle, ni la théorie venue de l'Est ne parviennent à faire de manière convaincante. Oui, pour Cantwell, tout repose finalement sur cette question. Comment une maladie sexuelle transmise par voie hétérosexuelle et venue d'Afrique a pu être transportée à New York pour infecter seulement de jeunes hommes homosexuels et blancs. Il pose la question, mais il a la réponse. Pour lui, le virus a bien été créé en laboratoire, à Fort Detrick, dans le cadre d'un programme militaire secret. Mais au lieu de le tester sur des prisonniers, comme l'affirme la première théorie complotiste sur le sujet, on l'aurait directement disséminé dans la population. Et ce n'est pas tout. Toujours selon Cantwell, pour mesurer la létalité du virus, l'armée et la CIA auraient organisé une fausse étude médicale à la fin des années 70. Officiellement, il s'agissait de tester un vaccin contre l'hépatite B. En réalité, on aurait injecté le virus du sida à d'innocentes victimes. Et là, on commence à comprendre son idée. Le groupe soumis à l'expérience est composé exclusivement d'homosexuels, en l'occurrence quelques 500 gays vivant dans la région de New York, San Francisco et Los Angeles. Et tous auraient reçu un vaccin délibérément contaminé par le sida. Et ce qui est troublant, c'est que toujours d'après Cantwell, les premiers cas de sida recensés à Manhattan, dès 1979, proviennent justement de ce groupe vacciné. Et il ajoute un chiffre glaçant. 14 ans plus tard, en 1993, au moment de la parution de son livre, 9 vaccinés sur 10 contre l'hépatite B sont morts du sida. Pour lui, c'est la preuve irréfutable que cette population a été sciemment ciblée. C'est une conspiration. Le bureau des complots, t'as leur numéro? Après les homosexuels, à la fin des années 80 et au début des années 90, une seconde vague de contamination affecte cette fois les populations noires des centres-villes, où l'épidémie, aggravée par la toxicomanie, touche des familles entières. Très vite, un phénomène de transfert s'opère. Le sida ne serait plus seulement un outil de répression contre les gays, mais un virus conçu pour décimer la population noire. Une nouvelle théorie du complot qui va connaître là aussi un large écho. Exact. Et c'est l'avocat afro-américain et vétéran de l'US Navy, Boyd Graves, qui va jouer un grand rôle dans la diffusion de cette idée. Pour soutenir son accusation, il remarque que les Noirs, qui comptent pour 13% de la population, représentent 50% des cas de personnes frappées par le sida aux États-Unis. En 2002, il publie le livre State Origin, les preuves d'une création en laboratoire du sida. Et cet ouvrage non traduit en français connaît outre-Atlantique un succès immédiat chez ceux qui s'intéressent à ces théories. D'autant plus que Boyd Graves sait faire parler de lui, notamment avec des coups d'éclat, comme en septembre 98, quand il dépose une plainte contre les États-Unis pour la création, production et prolifération du sida. Alors, quelles sont les preuves que Boyd Graves avance ? Eh bien, celui-ci prétend avoir exhumé un document issu des archives de la librairie du Sénat des États-Unis qui porte le nom de Programme spécial virus. Un programme tout à fait officiel qui fait partie d'un grand plan de lutte contre le cancer et qui avait été lancé dans les années 60. Et selon Graves, ce document prouve que, sous couvert de recherche sur le cancer, le gouvernement américain aurait dépensé plus de 550 millions de dollars pour développer le sida pendant les années 60 et 70. Et dans cette version, un nom revient avec insistance, celui du docteur Robert Gallo. Cet éminent chercheur, reconnu comme le co-découvreur officiel du virus du sida, ne serait pas un simple scientifique. Pour Boyd Graves, il est au cœur du complot. Il aurait mis au point le virus dès 1977. Et avec ses collaborateurs, Gallo aurait produit ce virus en quantité industrielle. Selon Graves, les archives du programme spécial virus mentionnent noir sur blanc les volumes fabriqués. Et ce qui frappe, c'est l'ampleur. Plus de 66 000 litres d'agents pathogènes prêts à être injectés. Du sida qu'on mesure en litres. Avouez que c'est pour le moins étrange. Et selon Boyd Graves, tout ça trouve une explication, car il y aurait une deuxième phase dans ce plan machiavélique. Et cette fois, c'est la CIA qui entre en scène. Elle aurait envoyé le virus en Afrique, dissimulé dans un vaccin contre la variole. En parallèle,
Toujours selon Graves, le virus aurait aussi été introduit aux États-Unis, cette fois dans les quartiers noirs, le tout sous couvert d'une fausse campagne de vaccination contre l'hépatite B. Boyd Graves reformule donc les thèses d'Alan Cantwell à propos des homosexuels victimes eux aussi d'une fausse campagne de vaccination, et ces théories se sont propagées massivement dans la communauté noire américaine. Alors, comment expliquer qu'ils sont si nombreux parmi les Afro-Américains à penser que le sida est une création du gouvernement américain dans le but de nuire à leur communauté ? Eh bien, tout d'abord, il faut dire que juste après les homosexuels, ce sont bien les Afro-Américains qui ont été les plus durement touchés par le virus. En 1986, ils représentaient déjà un quart des nouveaux cas de sida aux États-Unis, alors qu'ils ne constituaient qu'environ 12% de la population. 3 ans plus tard, en 1989, ils comptaient pour un tiers des nouvelles infections. Ce décalage brutal entre population et taux de contamination a provoqué une onde de choc. Et cette peur a largement contribué à donner du crédit aux thèses conspirationnistes au sein de la communauté afro-américaine. Le bureau des complots. Il faut quand même ajouter, mon cher Jacobs, que cette sensibilité à la rhétorique complotiste du sida trouve aussi des racines dans plusieurs scandales sanitaires qui, dans un passé relativement récent, ont touché les Afro-Américains. J'aimerais qu'on revienne justement sur l'un de ces épisodes dramatiques qui a suscité un gigantesque traumatisme au sein de la communauté noire. Un épisode qui explique beaucoup de choses, je crois, et qui est connu sous le nom de l'étude de Tuskegee. Vous avez raison. Ce qui est reproché à l'administration américaine, c'est d'avoir inoculé volontairement la syphilis, et ce, uniquement à des hommes noirs du sud des États-Unis. Et là, on ne parle pas de rumeurs, les faits sont avérés, au point qu'en 1997, le gouvernement américain, par la voix de Bill Clinton, a reconnu officiellement la responsabilité des États-Unis et a présenté ses excuses. L'étude de Tuskegee, du nom d'une ville de 11 000 habitants située en Alabama, est tout simplement la plus longue expérimentation humaine à but non thérapeutique de l'histoire de la médecine, puisqu'elle a duré 40 ans, de 1932 à 1972. L'historien James Jones a d'ailleurs reconstitué dans le détail le déroulement de cette expérimentation. Oui, il a montré comment un projet initial de dépistage et de traitement de la syphilis dans la population noire s'était peu à peu transformé en une expérience à glacer le sang. Observer si le développement de la maladie différait selon les races. Plus de 400 hommes ont été suivis pendant des années sans jamais être informés de leur maladie. Ils étaient régulièrement examinés, mais jamais soignés. Même après 1943, lorsque la pénicilline, devenue le traitement standard contre la syphilis, était disponible partout dans le pays, on les a laissés souffrir volontairement au nom de la science, entre guillemets. Et ce qui est terrible dans cette histoire aussi, c'est que l'étude a pu être menée avec la collaboration active de médecins, d'infirmières ou de pasteurs, membres de la communauté noire. Des écoles et des églises locales ont même été utilisées pour procéder aux examens corporels et aux prélèvements sanguins sur les cobayes. Et lorsqu'un malade mourait, l'administration proposait de prendre en charge les frais d'obsèques, mais seulement dans le but d'obtenir des familles la permission de procéder à des autopsies post-mortem pour la bonne conduite de l'étude. Le bilan de cette expérience médicale effroyable est catastrophique. Plusieurs centaines de victimes sont décédées de la syphilis et l'image et la crédibilité des autorités sanitaires américaines ont été brisées. Et c'est bien ce passé douloureux qui explique en grande partie pourquoi l'idée que le sida aurait été créé par les Blancs pour éliminer les Noirs a trouvé un tel écho dans la communauté afro-américaine. Après Tuskegee, plus rien n'était impensable. Surtout qu'en parallèlement, des leaders religieux ou des militants communautaires ont également véhiculé cette idée. Louis Farrakhan, le leader justement de la Nation of Islam, a publiquement soutenu à plusieurs reprises cette thèse inscrivant le sida dans le grand récit mythique d'un complot blanc ayant pour but d'accomplir ce qu'il appelle le Black Holocaust, un projet donc de génocide destiné à exterminer la population noire des États-Unis, mais aussi d'Afrique. Alors attention, ce n'est pas qu'un fantasme marginal. Une étude publiée en 2005 dans la principale revue scientifique spécialisée sur le sida montre à quel point ces croyances sont ancrées. Parmi les Afro-Américains interrogés, 27% pensaient que le sida avait été créé dans un laboratoire gouvernemental et 15% allaient plus loin encore. Pour eux, le virus était une arme de génocide spécifiquement dirigée contre les Noirs. La théorie du complot s'est propagée à une vitesse folle, jusqu'à contaminer donc des communautés entières.
Mais après l'Amérique, il est temps de revenir là où, selon la version officielle, tout aurait commencé, l'Afrique. Car là-bas aussi, les rumeurs prolifèrent, et parmi elles, une idée sidérante, celle que le sida n'existerait tout simplement pas. Une question sur les conspirations? Le bureau des complots. Ceux qui partagent cette théorie sont souvent appelés les négationnistes ou encore les dissidents du sida. Bien que venant d'horizons très différents, ils ont un point commun, celui de mettre en doute l'existence même de la maladie et celle du virus supposé la provoquer. Et ce discours de déni va s'enraciner précisément là où le virus frappe le plus fort, en Afrique. Oui, l'Afrique reste aujourd'hui encore le continent le plus durement frappé par l'épidémie. Plus des 2/3 des personnes vivant avec le VIH se trouvent en Afrique subsaharienne. C'est une tragédie sanitaire d'une ampleur incontestable, et pourtant, certains ont fait le choix radical de nier l'existence même de l'épidémie, une croyance délirante qui a pourtant trouvé ses plus fervents porte-voix parmi quelques chefs d'État. On peut citer par exemple l'ancien président sud-africain et successeur de Nelson Mandela, Thabo Mbeki, au pouvoir de 1999 à 2008. Bien que son pays ait été durement touché depuis le début de l'apparition de la maladie, il a affirmé régulièrement, pendant ses 2 mandats, douter de son origine virale. Jusqu'en 2006, le ministre de la Santé de Thabo Mbeki recommandait l'ail, l'huile d'olive et les betteraves comme traitement contre le sida. Mais ce qui rend la situation profondément tragique, c'est que dans le même temps, le président sud-africain refusait de fournir des antirétroviraux aux personnes séropositives. Un choix politique aux conséquences sanitaires catastrophiques. Oui, parce que cela aurait coûté la vie à plus de 300 000 Sud-Africains, selon les Nations Unies. Mais du côté des scientifiques aussi, on trouve certains chercheurs de renom qui nient que le VIH provoque le sida. Et parmi eux, il y a même 2 prix Nobel de chimie. Le chercheur dissident le plus réputé et le plus influent est Peter Duesberg, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Californie à Berkeley. Peter Duesberg, c'est le premier chercheur à avoir remis en cause la théorie établissant un lien direct entre VIH et sida. Il faut remonter pour cela à 1987, dans un article scientifique publié complètement à contre-courant de la communauté médicale, et fait troublant. Des années plus tard, cet homme deviendra l'un des conseillers de Thabo Mbeki, le président sud-africain dont on vient d'évoquer les errances criminelles. Les thèses de Duesberg lui valent alors une grande attention dans les masses médias. Il en a profité pour fonder le groupe Rethinking AIDS, Repenser le sida, dont le but est de combattre, je cite, la pensée unique dans le domaine du sida. Selon Duesberg, ce n'est pas le virus du VIH qui provoque le sida, mais le traitement lui-même. Pour lui, c'est le médicament administré au patient qui détruit le système immunitaire et conduit à la mort. Le coupable désigné, c'est l'AZT, un antirétroviral que Duesberg qualifie de, je le cite, « médicament le plus toxique jamais fabriqué et commercialisé ». L'AZT a d'abord été développé comme agent de chimiothérapie contre le cancer dans les années 60. Comme le cancer est fait de cellules malignes qui n'arrêtent pas de croître, l'AZT a été prévu pour bloquer cette prolifération. En pratique, pourtant, la molécule est d'abord un échec. Inefficace sur les tumeurs cancéreuses, toxique chez l'animal, on n'essaie même pas de la tester chez l'homme. Et l'AZT est alors mis de côté pendant 2 décennies. Mais voilà, 20 ans plus tard, le VIH ravage la population. Les chercheurs entreprennent alors de tester toutes les molécules susceptibles de bloquer la réplication du virus. Pour cela, ils font aussi appel aux chimiothèques des groupes pharmaceutiques. Et là, on ressort l'AZT du placard. Et cette fois-ci, le médicament est approuvé très rapidement par les autorités sanitaires américaines. L'étude n'aura duré que 4 mois. Selon les dissidents du sida, c'est plus que suspect. Et s'il y a eu un tel emballement, c'est selon eux par appât du gain. Faut dire que les prix peuvent faire bondir. En 1987, l'AZT est commercialisé aux États-Unis au prix exorbitant de $10 000 par année de traitement. Oui, et cela ne choque pas que les conspirationnistes. Une action coup de poing des militants d'ACT UP interrompt une séance à la bourse de Wall Street. Le coût du traitement est revu à la baisse. Pour certains, le sida est en train de devenir une industrie multimilliardaire.
Un lobby aussi puissant que celui du tabac, basé uniquement sur un produit phare, l'AZT. Et en 1993, les premiers résultats livrés par une étude pour le coup sérieuse surprennent, l'efficacité de l'AZT est clairement mise en doute. Car chez certains patients, le médicament a tendance à accélérer l'écroulement des défenses immunitaires. C'est l'heure de gloire des négationnistes. Mais ça ne dure pas longtemps, car la monothérapie est progressivement délaissée, remplacée par la trithérapie, qui est constituée donc d'un cocktail de 3 médicaments, dont l'AZT, mais à faible dosage. Alors, cette avancée médicale a pour effet mécanique d'affaiblir la théorie selon laquelle l'AZT est la véritable cause de la maladie. Mais malgré cette conjoncture qui leur semble défavorable, les dissidents vont continuer de se faire entendre en dehors des cercles d'activistes et de scientifiques pour toucher un nouveau public. Une simple citoyenne vivant à Los Angeles va alors devenir le fer de lance des négationnistes du sida auprès des mères de famille et de l'Amérique plus traditionnelle. Son nom, Christine Major. Major est la fondatrice de l'association Alive and Well, devenue petit à petit le plus important groupe négationniste issu de la société civile. Son histoire est tragique, mais intéressante car elle montre comment l'adhésion à une théorie conspirationniste peut avoir des conséquences graves. Tout commence pour elle en 1992, quand elle est diagnostiquée séropositive. Elle décide alors de ne jamais prendre de traitement et elle devient l'égérie des négationnistes. En 2000, elle publie un livre intitulé « Et si tout ce que vous pensiez sur le sida était faux ?» Et cet ouvrage est d'autant plus remarqué que Major a eu entre-temps 2 enfants, Charles et Eliza Jane. Et puis surtout, depuis la découverte de sa maladie, elle n'a jamais voulu les tester. Major gagne une certaine notoriété sur les plateaux télé. Mais ce qui devait arriver arriva. Et là, c'est terrible, sans jamais avoir été traitée, la petite Eliza Jane, sa fille, donc, meurt en septembre 2005 d'une pneumonie associée au VIH selon l'avis des médecins. Mais d'une allergie à un antibiotique pour sa mère, qui s'obstine dans son déni. Si une partie de l'Amérique est profondément choquée, une autre voit en Christine Major une victime. Une mère courage qui défie un système corrompu. Elle continue d'ailleurs à diffuser son message auprès d'autres mères séropositives et lorsque le rapport d'autopsie de sa fille Eliza Jane mentionne qu'elle était séropositive, Major attaque le comté de Los Angeles pour violation des droits civiques de son enfant. Mais l'affaire s'arrête 1 an plus tard lorsque Major meurt elle-même en 2008 d'une pneumonie associée au sida. Comme sa fille, l'obstination se paye parfois au prix cher. Pour terminer, mon cher Jacobs, nous allons aborder maintenant une 3e et dernière grande théorie au sujet du sida. Le virus serait le fruit d'un acte involontaire, mais dont les conséquences ont été si dramatiques et colossales qu'on a préféré cacher la vérité. Pour bien comprendre cette théorie, il faut bien se dire qu'on part ici du même point de départ que dans la théorie officielle. Dans les 2 cas, le virus vient du singe, le consensus scientifique mondial est clair là-dessus, le VIH provient du VIS. Le VIS, c'est le virus d'immunodéficience simienne qui est présent donc chez certaines espèces de primates. Mais alors, comment passe-t-on du VIS au VIH ? L'hypothèse la plus largement acceptée, c'est celle d'une transmission lors de la chasse. Les singes capturés comme gibier auraient contaminé des humains par contact direct avec leur sang, soit des morsures ou plus probablement à travers des coupures et des blessures survenues pendant le dépeçage. Et c'est là que le virus aurait franchi la barrière des espèces. Mais cette hypothèse ne convainc pas tout le monde. Certains chercheurs et théoriciens la rejettent, avançant que le franchissement de la barrière des espèces est un phénomène extrêmement rare. Le virus, dans la majorité des cas, ne survit pas à ce passage et surtout, il souligne une autre incohérence. L'homme vit au contact des singes depuis des millénaires et ces primates portaient déjà le VIS bien avant le XXe siècle. Alors pourquoi ce saut interespèces se serait-il produit seulement à ce moment-là ? Comment le virus se serait-il un jour transmis à l'homme alors ? Selon cette 3e théorie du complot, c'est la faute d'un homme. Un certain Hilary Koprowski, virologue américain d'origine polonaise et qui serait donc à l'origine de cette transmission. Bénéficiant de nombreux soutiens au sein de la communauté scientifique, celui-ci aurait été protégé. Alors, explication, mon cher Jacobs.
À l'origine de cette théorie, un article publié en 1992 par Tom Curtis dans le magazine Rolling Stone. D'après son enquête, le virus serait passé du singe à l'homme, non pas par la chasse, mais à cause d'une vaste campagne de vaccination contre la polio menée entre 1955 et 1960 en République démocratique du Congo. Dans l'ancien Congo belge, le docteur Hilary Koprowski aurait vacciné près d'1 million de personnes. Engagé dans une course acharnée contre un autre chercheur pour mettre au point le premier vaccin contre la polio, il aurait utilisé des reins de chimpanzé pour fabriquer le vaccin au mépris de toutes les normes sanitaires. Et c'est là, selon cette théorie, que le VIS aurait contaminé le vaccin contre la polio, donnant naissance au VIH. Un autre journaliste, ancien correspondant de la BBC, Edward Hooper, a repris ses thèses dans un travail de longue haleine qui aboutit à la publication de son ouvrage « La rivière, un voyage à la source du HIV et du sida », publié en 1999. Cet ouvrage a ensuite donné lieu au documentaire « Les origines du sida », produit par des chaînes télévisées de réputation sérieuse comme Radio-Canada, France 2, TV5 Monde, mais aussi la RTBF au début des années 2000. On en écoute un extrait. L'origine du sida est toujours un mystère sur lequel la communauté scientifique est longtemps restée muette. N'y a-t-elle pas vu d'intérêt ou a-t-elle eu peur de savoir ? Quelques voix isolées ont osé poser ces questions et chercher à briser cette loi du silence. Quels sont les arguments d'Edward Hooper ? Le principal, c'est cette coïncidence troublante entre les premiers cas de sida et les zones de vaccination. Sur la carte qu'il établit, la superposition est presque parfaite. Trop parfaite, selon lui. Et ce n'est pas tout. Plusieurs témoins congolais qu'il a interrogés affirment qu'à la fin des années 50, un parc de primates, le camp Lindi, accueillait près de 600 chimpanzés. Ce camp était situé à proximité immédiate de l'Institut médical Prince Léopold, précisément là où le docteur Koprowski fabriquait ses vaccins contre la polio. Lien logistique, proximité géographique, manipulation biologique, tout s'aligne dans sa version des faits. Mais cette théorie, aussi construite soit-elle, a été fermement rejetée par la communauté scientifique. Des échantillons du vaccin utilisé à l'époque ont été analysés au début des années 2000 et aucun n'a révélé la moindre trace de VIS ou de VIH. Allez, je crois qu'il est temps de conclure. Le bureau des complots. Comme nous venons de le voir, le sida est une tragédie mondiale sujette à de multiples interprétations. Nous le savons, le complot raffole du vide, des secrets scientifiques d'État, des histoires aux ondes d'ombre et des colossales sommes d'argent. Avec le sida, tous les ingrédients sont là, surtout que tout part de controverses liées à sa découverte tardive et à son origine incertaine. Ce qui est significatif dans les théories multiples concernant le sida, c'est qu'elles se manifestent comme des complots envers des minorités bien définies. Ce que l'on ne peut nier également, c'est que cette maladie a révélé de manière spectaculaire les inégalités sociales et culturelles au sein d'un même pays. Et à l'échelle du monde globalisé, elle témoigne des disparités d'accès aux soins et à l'éducation à la santé, spécialement pour ce qui concerne l'Afrique. Alors il nous faut répondre à notre ami Roger et à ses camarades de barbecue entre voisins. Non, le sida n'a pas été créé dans un laboratoire américain. Oui, le virus existe malheureusement encore et tue toujours, et si les traitements permettent de mieux vivre, on n'en guérit jamais, on reste infecté à vie. Alors disons-le clairement, le virus est transmis par voie sexuelle et sanguine. Donc les bisous, pas de panique, c'est sans danger. Mais après, quand les choses deviennent enfin, disons, plus sérieuses, le meilleur rempart, ça reste le préservatif, voilà. Eh bien Jacob, je vous trouve presque émouvant quand vous parlez d'amour. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Vous me pensiez sans cœur ? Non, bien sûr, même le plus aride des champs peut voir un jour une fleur éclore. Ou, comme dit, paraît-il, un vieux proverbe congolais, même la nuit la plus opaque finit toujours par laisser passer une lueur, surtout quand on ne l'attend plus. Oh Peters, quel sens de la poésie. S'agit-il de votre maxime du jour ? Non, ça c'était un cadeau. La voici, ma maxime du jour. Au bureau des complots, on sait que si un virus est aveugle, il révèle ce que la société choisit de voir et d'oublier.
Et bien voilà qui donne de quoi méditer jusqu'à la prochaine fois. Alors à très vite pour une nouvelle conspiration. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs. À votre service.